crois que c'est vrai qu'on est entre les deux. Quand on est critique et universitaire, vous n'êtes reconnu nulle part. Les critiques ne vous acceptent pas comme critique et les universitaires vous contestent. Donc, il faut vivre avec la condition de celui qui fait le va-et-vient, mais sur fond de suspicion. Moi, je parlerai un tout petit peu de le statut de critique, bien que vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est vrai que c'est très important, la critique littéraire, la critique des arts plastiques, etc. Mais à l'intérieur même de la critique, il y a des genres tout à fait différents, c'est-à-dire il y a la critique des mensuels, la critique des hebdomadaires, la critique des quotidiens. On n'écrit pas de la même manière, on ne dispose pas de la même quantité, de la même durée pour la préparation du texte, et forcément les textes sont de nature différente. Donc, mais en même temps, on peut parler d'un statut générique du critique, et on parlait du fantôme. Moi, j'ai eu à un moment donné le sentiment que on nous considère, ceux qui réclament de critique, on nous considère comme étant non nécessaires. Non nécessaire et pas aimé. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais au Théâtre des Champs-Élysées et quelqu'un qui me disait « Tu lis encore les critiques ?» Je dis ben, « Écoute, on en a besoin quand même. » Donc, je trouve que c'est un peu une sorte de poujadisme culturel de balayer aussi rapidement l'idée, le statut de quelqu'un qui se trouve dans la salle avec une fonction légèrement différente de la fonction du spectateur. Et on le sait, mais il faut le rappeler que Wagner a éteint la lumière dans la salle, et donc on s'est trouvé depuis, comme maintenant, même aujourd'hui, malgré les modifications apportées, dans la situation de la lumière et de l'ombre. La salle, c'est l'ombre de la scène. Et on sait très bien que tout être au monde a besoin de son ombre. Et que cette ombre de la salle est représentée par le public. Mais à l'intérieur de cette ombre, je crois que... moi, je préfère les métaphores à des concepts plus secs, avec lesquels je ne me débrouille pas et qui ne sont pas pertinents pour moi. Mais je trouve très juste. Là, nous sommes ici dans le statut un peu injuste, mais enfin, d'acteurs éclairés. Vous êtes dans l'ombre. Donc, vous avez besoin de nous, comme c'est déjà acteur, nous, on a besoin de vous. Mais à l'intérieur de cette situation, de ce dispositif binaire, le critique représente ce que je dirais l'ombre portée de la scène, c'est-à-dire l'ombre agrandie de la scène. Ce n'est pas l'ombre unanime, l'ombre, comme je disais tout à l'heure, générique de la salle, mais le critique, c'est l'ombre portée. Et il y a des textes, surtout moi je suis d'origine roumaine, il y a un roumain qui a un très beau livre sur brève histoire de l'ombre, et il distingue la différence, il fait la différence entre l'ombre et l'ombre portée. L'ombre portée est l'ombre artistique. Donc, ce n'est pas l'ombre naturelle, organique. C'est l'ombre qui est le résultat d'un certain positionnement de l'éclairage, d'une certaine situation spatiale. Donc, le critique, c'est l'ombre portée de la scène, c'est la première chose que je dirais. Deuxièmement, le critique a le statut de témoin. C'est-à-dire le critique de théâtre, plus que le critique littéraire, qui est censé lire les livres, mais ce n'est pas sûr qu'il les lise. Moi, je donne tout le temps un exemple. Je lisais à un moment donné un papier dans le Nouvel Observateur où un critique disait qu'il avait lu le livre de Jean d'Ormesson, Le Juif errant, qui avait 600 pages, dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Si rapide sur la lecture, je ne crois pas à l'efficacité, à la réalité de la lecture de la nuit de la Saint-Sylvestre et des 600 pages d'Ormesson. Tandis que le théâtre, le critique est obligé à ce devoir de présence. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un spectacle
je peux le dire, c'est à la colline, la fin de l'histoire de Christophe Honoré, un spectacle d'une prétention insupportable. Et j'avais une amie qui venait de Bruxelles. Je me suis dit, au lieu de m'ennuyer jusqu'à la fin, on va ensemble, on va dîner ensemble, au lieu d'écouter les prétentions d'Honoré qui donnaient Kojève, Hegel. Et donc, on est parti. Le lendemain, je lis un papier très, très violent contre le spectacle, donc qui me confortait dans ma décision, et j'écris à la critique. Je dis, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle me dit, j'ai remarqué que vous vous êtes éclipsé, mais moi, je devais rester parce que j'étais en exercice. Donc, ce n'est pas le cas pour un critique littéraire qui ferme quand il veut, il dit qu'il a le tu. Donc, le critique... le critique dramatique peut dormir. Oui, mais par ellipse, comme ça. Donc, et en même temps, je crois aux fonctions bénéfiques du sommeil au théâtre. Donc, je parlais une fois avec un ami, on était arrivé à la conclusion que ce spectacle était si mauvais qu'on ne pouvait même pas dormir. Donc, le critique de théâtre apporte ce témoignage. C'est un témoignage de proximité. Il était là dans la salle, dans l'ombre de la scène. Et la première garantie, c'est une garantie de véridicité de l'expérience. Comme si chaque critique implicitement devait dire « j'y étais ». Et j'y étais jusqu'au bout. Ce qui est l'obligation, en principe, d'un critique, malgré que bon nombre de spectacles vous font comprendre assez vite qu'il n'y a pas d'espoir. Donc, mais si on est critique professionnel, on est censé être... Vous savez ce qui est arrivé au Monde. Brigitte Salino est partie à l'entracte, elle a fait un papier dans Le Monde, elle croyait que la pièce était finie. Mais il y avait une deuxième partie, elle a fait un démenti 2 jours plus tard, parce que quelqu'un l'avait vu partir. Donc le témoignage est basé justement sur l'expérience concrète du critique. Mais est-ce que ce témoignage est une garantie de vérité? Ça, c'est un doute qui surgit tout le temps. Il ne suffit pas d'être présent, mais il suffit d'élaborer un témoignage qui, pour certains confirme l'expérience. Et il y a une phrase magnifique que je cite parce que c'est vraiment la phrase essentielle pour les critiques, et c'est une phrase d'un poète qui disait Paul Celan, qui témoigne pour le témoin. Qui témoigne pour le témoin? On peut être témoin de l'expérience comme un critique, mais est-ce que on peut avoir la certitude que ce témoignage est correspond tout à fait à la vérité, ou au contraire, nous pouvons corriger ce témoignage? Lundi dernier, j'ai vu un spectacle à la Comédie Française, on était tous d'accord que c'était un peu carton-pâte, tout ça. Bon, je rentre ce matin de Strasbourg, à l'hôtel on m'a donné Le Figaro, et je lis le témoignage d'Armelle Liu, qui, elle, fait du slalom pour dire que c'est bien, pas bien, il y a des stratégies. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans la critique de théâtre, d'ailleurs comme la critique littéraire, il y a le témoignage, mais en même temps, il y a la stratégie qui, elle, est la partie inconnue. La critique, donc je dis bien non seulement de théâtre, est prise entre ces deux pôles, donc ce que vous disiez tout à l'heure, l'expérience directe, mais aussi l'appartenance à une institution, l'appartenance à un journal, etc. Donc je dirais que le critique de théâtre tel qu'il m'apparaît, c'est un critique aussi écartelé. Et vraiment, longtemps, j'ai fait l'éloge de ce que Deleuze appelait la critique affirmative. La critique affirmative, c'est-à-dire, on ne perd pas notre temps avec des produits qui ne méritent pas notre attention. La vie est courte, disait Deleuze, donc parlons des œuvres qui enrichissent
qui enrichissent le répertoire des formes, etc. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, l'exercice critique se fait par défaut. Donc on ne parle que des œuvres qui sont considérées par le critique comme des œuvres importantes. Les autres, on ne les sanctionne pas. Je me dis qu'au fond, c'est une... Je ne sais pas, peut-être que c'est une erreur, mais en pensant à ça, je crois que c'est une démission. C'est une démission. C'est-à-dire que je pense que nous sommes, un vrai critique est pris entre l'obligation d'être un cartographe du paysage théâtral d'une époque. C'est-à-dire de fournir des repères, non pas de se retirer seulement dans l'attente de ses plaisirs, mais d'être un cartographe assumé du paysage théâtral et en même temps de témoigner de l'implication biographique suscitée par le spectacle. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, le critique littéraire, c'est le critique qui se confronte à une problématique très forte de la réception de l'œuvre, mais il y a une parité absolue entre les moyens de communication. Donc l'œuvre est écrite avec des mots, le critique parle avec des mots. Le théâtre, vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a des lumières, il y a des acteurs, des costumes, etc. Donc, en quelque sorte, le critique est appelé à convertir la perception du spectacle en un discours qui est un discours qui fait appel à des vocations d'écrivains, à des vocations littéraires. Ça, la grande illusion de la sémiologie qui disait qu'il vous expliquait tout comme s'il s'agissait d'un spectacle placé sur une table de dissection, ça a été une erreur parce que c'était absolument impossible de garder cette objectivité affirmée par la sémiologie. Il y avait des cas précis. En général, les mauvais spectacles fonctionnaient très bien. Mais les grands spectacles échappaient à ce carcan méthodologique. Et justement, je pense, parce que les grands spectacles invitent le critique à se trouver dans ce double, d'assumer cette double position, qui est la position, c'est maintenant que je le dis, de la responsabilité et également du plaisir. Je pense, un prof nous disait, Hegel a été très grand parce qu'il n'a jamais dit « il faut ». Donc, il n'y a pas d'impératif, il ne faut pas. Mais je crois que le grand critique témoigne d'une responsabilité et en même temps, il témoigne du plaisir éprouvé. Donc, pour conclure, je dirais que le critique est confronté à deux, principalement, à deux pulsions. La première, c'est le désir de pouvoir. Je peux faire ou défaire le sort d'un spectacle. Il existe ce désir du pouvoir, il ne faut pas s'en cacher chez les critiques. Mais le deuxième, qui est beaucoup plus grave, c'est le dépit d'amour. Personne ne vous aime. Donc, vous avez le pouvoir, mais sans être aimé. Ou si vous êtes aimé, votre pouvoir est contesté. Donc je pense que l'intérêt de la critique, c'est de jouer, d'établir un équilibre précaire et constamment modulable entre le désir de pouvoir qui vous fait modeler le paysage théâtral d'une époque et aussi le dépit amoureux qui est surmonté par un texte, entre guillemets, pas littéraire, mais un texte qui essaie de restituer l'expérience. Donc, moi, j'avais noté, c'est le défaut des profs, que le critique, en faisant le critique tel que je l'aime, c'est un critique qui n'est pas donneur de leçons, mais c'est un critique qui se console en témoignant, donc j'y étais, en évaluant, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, et en se confessant. Donc les textes de critique qui m'ont touché le plus sont les textes qui
arrivent parfois à réunir ces trois dimensions. Bien entendu qu'ils ne peuvent pas le faire tout le temps, dans tout contexte, un papier de journal, tout ça. Donc. Mais disons, les critiques qu'on a lues, certains textes réputés, des amis, des critiques qui n'existent plus, mais qui existent encore, et réunissent ces trois aspects. La dernière question, on parlait tout à l'heure, Josette posait la question, qu'est-ce qu'on fait avec les textes de critique? J'ai trouvé un très beau texte par le hasard, un texte de Barthes, de Roland Barthes, dans Le plaisir du texte, qui écrit une chose magnifique vraiment sur la lecture des textes critiques. Et je finirai là-dessus. Comment prendre plaisir à un plaisir rapporté? Comment lire la critique? Un seul moyen. Puisque je suis ici un lecteur au second degré, il me faut déplacer ma position. Ce plaisir critique, au lieu d'accepter d'en être le confident, moyen sûr pour le manquer, je peux m'en faire le voyeur. J'observe clandestinement. Ça, c'est magnifique. J'observe clandestinement le plaisir de l'autre, j'entre dans la perversion. Le commentaire devient alors, à mes yeux, un texte, une fiction, une enveloppe fissurée. Perversité de l'écrivain, double et triple perversité du critique et de son lecteur à l'infini. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci de finir sur Roland Barthes, dont on parle beaucoup cette année, et avec cette cette idée qui est aussi la relation de Barthes au théâtre, au fond. Oui, quand il parle. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est la question qui se pose, comment on peut lire un texte critique. Et justement, ce qu'il dit, c'est la perversion qui consiste à déceler en quelque sorte le secret du critique. Bien sûr.